Peuple de YouTube, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, mais je crois très importante. En tout cas, elle me tient particulièrement à cœur. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi dans mon studio. Il se trouve que les hasards de la tournée m'ont emmené cette semaine à Pau pour 2 représentations. Et c'est aussi ici même, depuis la ville de François Bayrou, que l'on va évoquer les suites de l'affaire Betaram. Depuis notre dernière vidéo, de nombreuses révélations ont éclaté et aujourd'hui, j'ai énormément de choses à vous dire. Donc ça va être une vidéo un peu spécifique. Elle va déjà être très longue parce que je ne voulais rien laisser de côté. Comme je voulais qu'elle sorte rapidement, elle va être montée d'une manière peut-être un peu plus brute que d'ordinaire. Mais l'essentiel des faits seront là. S'il y a des passages qui vous semblent moins capitaux ou alors des éléments que vous maîtrisez d'ores et déjà, n'hésitez pas à passer outre. La vidéo va être chapitrée. Mais si vous le pouvez, si vous le voulez, essayez de tenir au moins jusqu'au bout. Car vous allez voir que cette affaire François Bayrou, elle est en réalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave qu'on le pensait initialement. Il y a des révélations qui sont sorties cette semaine, mais dont, je pense, on n'a pas encore pris suffisamment conscience de la gravité, de l'ampleur, de la profondeur et d'à quel point cela nous disait quelque chose de crucial et je crois de grave sur le Premier ministre François Bayrou. Voilà ce que je vais essayer de vous proposer dans cette vidéo. Cette affaire François Bayrou, je vous l'ai déjà dit depuis le premier jour, je la considère insoutenable. Elle me semble qu'elle doit être pour nous autres citoyennes et citoyens insupportable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je pense réussir enfin à vous expliquer pleinement pourquoi. Bon courage. Trigger warning, on va parler de choses extrêmement dures. Protégez-vous si ces sujets, ces enjeux sont pour vous particulièrement sensibles. Et je vous laisse maintenant avec cette vidéo enregistrée en direct sur Twitch le jeudi 20 février 2025. Le rappel des faits, l'institution Notre-Dame de Betaram, c'est un collège-lycée catholique privé situé à quelques encablures de Pau. Collège-lycée qui était réputé dans la région pour sa sévérité, pour sa dureté. Nous avons découvert que c'est un véritable lieu de torture, tenu, dirigé par des tortionnaires. Il n'y a pas d'autre manière de les qualifier. Il y a actuellement plus de 100 plaintes qui ont été déposées pour des faits de violences commises sur mineurs et de violences pédocriminelles. Et nous avons désormais pu entendre depuis quelques jours de nombreux témoignages de victimes qui ont émergé dans les médias. On va écouter Alain Esquer, c'est le porte-parole de l'association des victimes de Betaram. C'est grâce à lui que les plaintes ont pu être formées, que les faits ont pu émerger. Et Alain Esquer a rencontré François Bayrou, c'était samedi dernier. Ils ont fait une conférence de presse commune. On va revenir longuement sur cette conférence de presse et notamment sur la défense absolument calamiteuse de François Bayrou à cette occasion. Mais d'abord, j'aimerais, pour commencer ce direct, j'aimerais que nous écoutions Alain Esquer nous résumer ce que ça a été une scolarité à Betaram. Je pense en ce moment à tous ces coups, à ces 21 gifles données à un élève de 15 ans, juste pour avoir sorti un livre non autorisé par un surveillant qui aujourd'hui est tranquillement adjoint au maire d'une petite commune béarnaise. À ces humiliations répétées du perron où nous attendions, terreur au ventre et nez contre le mur, le tabassage en règle à venir. À ces camarades qui se retenaient d'aller aux toilettes et préférant uriner dans leur lit plutôt que de solliciter le surveillant pour s'y rendre. J'ai entendu pendant des centaines d'heures le récit de mes camarades qui ont survécu tant bien que mal à ces épreuves qu'il fallait endurer. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta, le non-dit, l'hypocrisie d'un système qui nous a broyés. Entendez dans ces lieux la souffrance de tous ces enfants, ceux de Betaram, mais aussi des 5 millions de Français qui ont connu les ténèbres et qui vous obligent à agir. La violence envers les enfants n'a pas de visage, mais elle doit être combattue partout dans tous les foyers de France. La première chose qu'il faut dire, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, c'est que l'affaire dont nous parlons, c'est avant tout l'affaire de Betaram. Il y a, on va le voir, une affaire Bayrou, mais plus important encore, il y a une affaire Betaram. Et l'affaire Bayrou ne doit pas éclipser, évidemment, l'affaire Betaram. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est la crainte d'Alain Esquer et du collectif de victimes, au-delà de Betaram. Il y a la question des violences et des violences pédocriminelles commises par le clergé catholique
en France. Et en réalité, cela dépasse très largement, hélas, le seul cas de l'institution Betaram. Et c'est aussi de cela qu'il va falloir parler à partir de maintenant. Pourquoi est-ce que, au-delà de l'affaire Betaram, il y a une affaire Bayrou? Parce que François Bayrou, dans cette situation, est à la confluence de toutes les responsabilités. Dans cette affaire, il a été, au cours du temps, responsable en tant que ministre, responsable en tant que président du département, responsable en tant que marié à l'une des femmes qui officiait au sein de l'établissement, qui enseignait le catéchisme. Et en plus, il a la responsabilité par ailleurs d'être parent d'élèves. Donc, il est à la confluence de tout cela. Son implication est accablante et établie. En 1996, François Bayrou est ministre de l'Éducation. Il y a la première plainte qui est déposée, plainte qui va aboutir à une condamnation d'un surveillant général pour des coups commis sur un élève, coup tellement grave que l'élève a eu une perte définitive d'audition. À l'époque, François Bayrou avait commissionné une enquête, on y reviendra d'ailleurs, une enquête de l'éducation nationale, et il s'était rendu sur place pour soutenir l'institution Notre-Dame de Betaram. C'est établi, vous le voyez, dans cet article de presse, article paru dans le Sud-Ouest du dimanche 5 mai 1996. Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Il parle évidemment d'attaques contre l'institution de Betaram. Les autres instances qui doivent s'exprimer le feront, elles l'ont fait en l'occurrence, et évidemment, il y a eu condamnation du surveillant général. Mais vous le voyez, ce document établit avec une certitude que François Bayrou, en 1996, est déjà au courant en 1998. 2 ans plus tard, François Bayrou n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais il est député des Pyrénées-Atlantiques et président du département des Pyrénées-Atlantiques. Donc il est encore en pleine responsabilité. 2 ans plus tard, il y a 2 plaintes pour viol sur mineurs qui sont déposées à l'encontre du père Caricard, l'ancien directeur de l'établissement. Il y a de nombreux témoignages d'individus qui disent lui avoir écrit ou lui en avoir parlé directement, notamment une professeure de mathématiques, Françoise Goulung, qui dira s'en être entretenue directement avec lui et également directement avec sa femme, qui était une collègue, le prêtre Caricard, qui va être relâché 1 semaine après avoir été mis en examen. Le prêtre Caricard se suicide et la femme de François Bayrou se rend à ses obsèques. Et surtout, il y a le témoignage du juge Mirande, le juge d'instruction chargé de l'affaire, qui a dit à Mediapart très clairement qu'il s'était entretenu avec François Bayrou. François Bayrou est venu le voir directement, spécifiquement pour parler de l'affaire, et le juge Mirande a confirmé à Bayrou qu'il y avait bien une plainte déposée et une autre en cours d'instruction à l'encontre du père Caricard. On est en 98, François Bayrou est en responsabilité, il est au courant. Dernière révélation, et celle-là elle est récente, et celle-là c'est un élément nouveau, et vous allez voir qu'il est accablant. Mediapart a révélé hier que l'État avait été alerté des maltraitances à Betaram dès 1993, des cas de maltraitance à Betaram, qui est à l'époque le ministre de l'Éducation nationale et le président du département Pyrénées-Atlantiques. C'est François Bayrou, un surveillant, mais écoutez ça, a perforé le tympan d'un élève. Donc c'est 3 ans avant la plainte dont on a déjà parlé pour un élève qui a perdu l'audition. François Bayrou, alors ministre de l'Éducation et président du département, n'avait pas réagi. Il y a une condamnation qui condamne Notre-Dame de Betaram à verser 10 000 francs au père de la victime pour les blessures occasionnées. L'établissement catholique saisit directement le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour que l'État participe à l'indemnisation. Alors ça, c'est quand même incroyable. Cette sollicitation prouve qu'en 1993, alors que Bayrou est ministre de l'Éducation nationale depuis déjà 9 mois, qu'il préside le Conseil général, qu'il est informé des violences dans l'établissement où travaille aussi son épouse. Pourtant, rien ne se passe ni au niveau du rectorat, ni au niveau des services de protection de l'enfance, sous la responsabilité du président du Conseil général. Une conclusion est sans appel. François Bayrou, en février 2025, aujourd'hui, quand l'affaire éclate au grand jour et l'éclabousse directement, François Bayrou est au courant. Alors, à quel point, ça va être la question qui va nous occuper aujourd'hui, à quel point cette implication est-elle grave au fond? On pressent bien que c'est grave, mais à quel point ça l'est? Pourquoi ça l'est? En quoi c'est grave? Parce que si Bayrou savait, d'autres savaient aussi. Pourquoi s'acharner sur lui et pas sur d'autres? C'est
la question de sa défense qui est posée là, hein, et c'est la question qu'on va traiter tout à l'heure. Tout dernier élément qui vient à peine de sortir, là, Mediapart sort un nouvel élément, une interview de Françoise Gullung. Françoise Gullung, c'est l'ancienne professeure de mathématiques à l'établissement Notre-Dame de Bétharram qui, à l'époque, avait tenté d'avertir François Bayrou sur les violences qui avaient cours dans l'établissement. Françoise Gullung a accepté de s'exprimer face caméra. Elle met en cause directement Elisabeth Bayrou, la femme de François Bayrou, qui était en même temps qu'elle professeure à Notre-Dame de Bétharram. Moi, j'ai surtout le souvenir d'enfants éteints, soumis, apeurés. Ils étaient dans un tel état qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que tout était fait pour les soumettre. J'ai fait un courrier à M. Bayrou, un courrier à la direction diocésaine. J'ai pris contact avec le médecin directeur de la PMI de l'époque. Bayrou n'a jamais répondu. La personne responsable des établissements locaux m'a clairement expliqué que sûrement j'exagérais et que de toute façon, si je continuais comme ça, je ne pourrais pas espérer rester longtemps dans l'enseignement privé. En face de moi arrivait Elisabeth Bayrou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant. On entendait les coups et on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth Bayrou et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle m'a simplement répondu quelque chose, j'ai oublié les termes exacts, mais ça voulait dire que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens. C'est-à-dire que ces enfants-là, c'était normal qu'on les batte parce que, voilà. C'est une pièce supplémentaire contre François Bayrou. C'est-à-dire que si l'on en croit Françoise Gullung, la femme même de François Bayrou était au courant des mauvais traitements qui avaient cours dans l'établissement Notre-Dame de Bétharram, et on voit mal, si sa femme était au courant, comment lui pouvait l'ignorer. Deuxième raison pour laquelle ce témoignage est important, c'est qu'il montre bien à quel point est-ce que les sévices commis sur les enfants étaient connus de tous et de toutes. En tout cas, si l'on en croit Françoise Gullung, ce que cela montre, c'est qu'il y a bien toute une chaîne de responsabilités. C'est quelque chose sur lequel on va revenir dans le courant de cette vidéo. J'ajoute quelques précautions qui me paraissent nécessaires, et notamment en ce qui concerne Elisabeth Bayrou elle-même. Est-ce que ce témoignage est crédible? Oui, il l'est, d'autant qu'elle agit comme une lanceuse d'alerte depuis les années 90. C'est-à-dire qu'on a en effet des traces, y compris dans des journaux de l'époque, on a des traces de Françoise Gullung qui, en effet, dès les années 90, dès 1900, dès le milieu des années 90, alerte l'opinion publique, tente d'alerter jusque François Bayrou lui-même sur les sévices et les tortures qui ont lieu au sein de l'établissement Notre-Dame de Bétharram. Cela étant, en ce qui concerne Elisabeth Bayrou, il faut aussi se souvenir pour le coup que ça reste un témoignage d'une professeure et qu'il faut le traiter comme tel. Ce témoignage, il est évidemment accablant, il est très frappant, il est important de le verser au dossier. Il faut aussi savoir le conserver dans ce qu'il est, c'est-à-dire pour l'instant un témoignage de haute valeur certes, mais un témoignage seulement malgré tout. On avance maintenant sur la suite de la vidéo. Maintenant qu'on a fait ce rappel des faits, je vous propose de réécouter la défense de François Bayrou à l'Assemblée nationale la semaine dernière. À la lumière de tout ce qu'on vient de voir, vous allez voir que c'est insupportable. À ce moment-là, François Bayrou a déjà admis avoir entendu des rumeurs qui feraient état de claques qui auraient été portées dans l'établissement, mais à l'Assemblée nationale, il prononce cette phrase, elle est capitale. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. François Bayrou est un menteur. Je l'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, il était contredit par un élément factuel, la coupure de presse, qui prouve qu'il était au courant, et deux, de multiples témoignages qui sont tout à fait convergents et crédibles. On pouvait donc déjà dire, ou du moins émettre l'hypothèse lourde, que François Bayrou avait menti éhontément devant l'Assemblée nationale. On en vient maintenant à ce qui s'est passé ce week-end. Parce que ce week-end, François Bayrou a rencontré longuement l'association des victimes de Bétharram. Il leur a parlé pendant plus de 3 heures. Et au terme de cette rencontre, il a fait une conférence de presse. Il a livré une nouvelle version de sa défense. Et vous allez voir, c'est lunaire. On sait depuis
que François Bayrou n'a pas à Matignon de conseiller stratégique ou de conseiller communication. Alors là, pour le coup, c'était peut-être le moment d'en prendre un. Dans sa maladresse et dans sa stupidité, ça nous permet à nous de discerner avec plus de facilité la vérité, la réalité des faits. Et quelque part, j'ai envie de vous dire, tant mieux pour nous. Première chose, François Bayrou va admettre désormais avoir été au courant de la plainte déposée en 96. Écoutez, vous allez voir, c'est stupéfiant. Quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement dont je n'avais aucune trace. Je savais bien que je l'avais souhaité, mais je n'avais aucune trace. Cette inspection a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier, et qui était un rapport, au bout du compte, rassurant. Je précise qu'on va revenir sur ce fameux rapport rassurant. C'est un des éléments qui est mis en avant beaucoup par François Bayrou. Et c'est toujours pareil dans les affaires de violence de cet ordre. Il y a tous ceux qui, depuis cette époque, se sont tus. C'était très frappant dans la délégation que plusieurs des membres de la délégation ont dit « je ne savais pas ». On pensait qu'on était tout seul à subir ça. François Bayrou admet désormais avoir été au courant en 96, non plus comme il le disait jusqu'à présent d'une rumeur de claque, mais d'une plainte sur laquelle il a lui-même demandé une inspection. François Bayrou admet donc, il ajoute, les enfants eux-mêmes ne savaient pas, il y avait une forme d'omerta, les familles n'étaient pas au courant, les enfants n'en parlaient pas entre eux. Et c'est ce que m'ont dit les victimes. François Bayrou, son cas à lui personnel, il est quoi à l'époque? Il est ministre de l'Éducation nationale, il a déjà été averti nécessairement d'une première plainte pour un enfant au tympan perforé, il est averti d'une deuxième plainte, c'est désormais lui-même qui le dit, en 96, pour une autre plainte d'un enfant qui perd lui aussi l'audition. S'il y a une personne qui pouvait faire le lien et se dire que peut-être les cas de violence étaient systémiques, parce que là, pardon, mais 2 condamnations à 3 ans d'écart pour des faits identiques dans le même établissement, un établissement dont il est tout à fait proche, s'il y en a un qui pouvait se rendre compte du caractère non pas individuel mais bien systémique de ces violences, c'était lui. Cet argument qu'il utilise beaucoup, qui est « mais les victimes elles-mêmes ne se rendaient pas compte que c'était systémique ». Les victimes peut-être, mais lui, il le pouvait. Et d'ailleurs, on en vient à ce rapport de 1996, qui est tout à fait curieux. Il faut lire les révélations qui ont été sorties par la cellule investigation de Radio France, très récemment, concernant ce fameux rapport de 1996. Ça éclaire la parole de Bayrou d'une manière tout à fait singulière. « J'ai fait un rapport qui ne tient pas la route actuellement », témoigne l'inspecteur qui avait écarté les violences en 96. Le rapport se concluait ainsi: par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent, la volonté de changement qui existe à tous les niveaux, sont autant d'éléments positifs et d'atouts pour la réussite de Notre-Dame de Bétharram. Le rapport affirme également: Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. Aujourd'hui âgé de 88 ans, l'inspecteur pédagogique régional qui a signé ce rapport a accepté de se confier à la cellule d'investigation de Radio France. L'inspecteur d'académie a passé une bonne partie de la journée sur place, il a interrogé une vingtaine de personnes. Les gens que j'ai rencontrés m'ont dit ce qui s'était passé pour cette histoire de gifle, mais ils ne m'ont pas dit autre chose que ça, et donc je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou dans des lieux de rencontre des élèves. Je suis reparti de l'établissement en ignorant totalement ce qui est actuellement reproché. Le jour de sa visite, l'inspecteur d'académie n'a pas pu rencontrer la professeure de mathématiques qui avait tenté d'alerter sur la situation dans l'établissement. Elle était en arrêt de travail. Dans son rapport, la professeure est qualifiée d'enseignante arrivée dans le collège avec un état d'esprit très négatif qui aurait exprimé son intention de démolir Bétharram, considérant que cet établissement utilisait des méthodes éducatives d'un autre âge. À l'époque, il n'a jamais été question d'agression sexuelle et de viol, rappelle Camille, qui conclut « Si j'avais su, j'aurais sûrement eu un autre comportement ». La vraie question qui est posée, c'est comment François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, peut-il à l'époque se satisfaire d'un rapport à ce point indigent et ne pas chercher à en savoir davantage, alors même que non seulement il y a une plainte pour des faits de violence, mais que de surcroît, et je le rappelle, 3 ans plus tôt, il y avait déjà une précédente plainte pour des faits similaires. Je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une personne qui pouvait faire le lien, s'il y a une personne qui pouvait se rendre compte qu'on était manifestement face à un système, que les faits se répétaient et que donc un tel rapport n'était absolument pas satisfaisant, c'était François Bayrou. L'explication avancée par François Bayrou
ne tient pas la route une seule seconde. Et dans cette vidéo, il vient déjà d'admettre qu'il était au courant de faits de violence commis en 96. Donc là, au moment où on est, François Bayrou a déjà lui-même admis avoir menti devant la représentation nationale. Mais alors attendez, ça va aller au-delà. Parce qu'il reste, bien sûr, la question la plus épineuse, quelque part, celle des violences pédocriminelles. François Bayrou s'est expliqué aussi sur cette rencontre avec le juge Mirande. Alors vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué et François Bayrou ne va cesser de s'auto-contredire. Mais vous allez voir un juge pourtant à titre privé qui vous donne des informations sur ce thème? Pas du tout. Lorsque je rencontre le juge en question, la personne poursuivie a été libérée. Et puis il s'est suicidé et l'affaire a été de ce fait éteinte. Mais je suis sûr que beaucoup d'autres sont restés ignorés, y compris de moi. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. On a François Bayrou qui vient de dire deux choses, qui vient de dire « oui, j'ai bien rencontré le juge Mirande », mais quand on a parlé de ces deux plaintes, l'homme avait déjà été libéré. Et puis, il s'est suicidé et l'affaire s'est arrêtée là. Il admet avoir entendu parler des deux plaintes déposées contre le père Caricart. Et ce qu'il dit, ça n'est pas « à l'époque, il y a eu non-lieu, à l'époque, voilà ». Ce qu'il dit, c'est « le gars s'est suicidé et l'affaire n'est pas allée plus loin ». Il ajoute « mais je n'avais pas connaissance des autres affaires ». L'implicite derrière la phrase, c'est que ces deux affaires-là, au moins, il en avait connaissance. François Bayrou admet le samedi avoir menti le mardi à l'Assemblée nationale quand il disait ne rien savoir. Mais vous allez voir que François Bayrou s'auto-contredit immédiatement dans la seconde et revient immédiatement en arrière. Alors, on est parti. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée toute pièce. J'ai dit que je ne savais pas. Je savais pour cette plainte qui avait été posée sur une plaque. J'ai demandé une inspection. Cette inspection a été conduite jusqu'à son terme. Et pour le reste, des sévices sexuels, je n'avais jamais entendu parler et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Ce que profère François Bayrou, c'est un nouveau mensonge, mais c'est un mensonge qui est contredit parce qu'il disait 3 minutes plus tôt. Alors là, moi, je sais plus quoi vous dire. Soit le mec est vraiment un imbécile très très établi, soit il y a quelque chose qui fonctionne plus au niveau du cerveau, mais dans les deux cas, faut pas rester Premier ministre, là ça va plus. Écoutez ce qui se passe encore quelques minutes plus tard. Le juge Mirande, alors c'est il y a 30 ans. Donc là, nouvel élément de défense de François Bayrou, c'était il y a 30 ans. Si la soupière fonctionne plus à ce point-là et qu'il perd la mémoire dans cette ampleur-là, par pitié, mais soulagez-le de sa fonction. Évidemment, là, on est dans la manipulation claire, le mensonge absolu. On ne peut pas imaginer qu'il ne se souvienne pas. Le juge Mirande est mon voisin. On le savait, mais c'est maintenant lui qui l'admet. Le juge Mirande, qui témoigne lui-même avoir parlé de tout cela à François Bayrou, c'est son voisin. Mais alors, écoutez, ça va plus loin. Donc nous nous sommes croisés sur le chemin. Donc ça, c'est contredit par le juge Mirande lui-même. Ça a été contredit immédiatement derrière, qui dit non, mais attendez, on ne s'est pas croisés sur le chemin. Il est venu me voir pour me parler de l'affaire spécifiquement. Cette personne avait été libérée par la justice. Donc, point. Attention, il n'y a pas non-lieu. Il y a remise en liberté parce que la justice estime qu'il n'y a pas de risque de fuite du père Caricart, moyennant quoi, non seulement il s'est enfui vers Rome, mais il s'est suicidé. Cette précision qu'amène François Bayrou, elle est totalement trompeuse et elle n'a aucun rapport avec la choucroute. Elle ne l'exonère en rien de rien. Quand vous avez été informé de ces faits, bien qu'il ait été libéré, est-ce qu'il n'était pas un moment, politiquement, de s'affairer à quelque chose, même si vous étiez plus ministre de l'Éducation nationale? Bon, c'est la question. On lui dit, ouais, bon d'accord, le père Caricart, même s'il a été libéré, vous étiez certes plus ministre, mais des présidents du département, est-ce qu'il ne fallait pas faire quelque chose quand même? Je ne connaissais pas, non, je ne connaissais pas le père Caricart. Ma femme, oui, mais heureusement, je ne connais pas tous ceux que ma femme connaît, et ma femme ne connaît pas tous ceux que je connais. Il ne connaissait pas le père Caricart. On peut faire appel à un peu de logique. C'est le directeur de l'établissement dans lequel il a scolarisé ses enfants. Il y a un ami de mes parents qui, dans ce genre de situation, a une expression qui, je trouve, résume tout à fait bien ce à quoi nous sommes confrontés. L'expression est la suivante: François, appelle-nous cons, on gagnera du temps. Comment tu veux qu'ils ne connaissent pas le père Caricart? Voir notre intelligence être à ce point insultée par le Premier ministre de la France, pardon, ça fait mal. Le simple fait qu'il puisse imaginer que ça passe, moi je me sens pas respecté. Question capitale posée par un journaliste, merci de mettre le doigt dessus. Quand vous dites qu'il a été remis en liberté, vous savez qu'il était quand même encore mis en examen. Réponse de François Bayrou. Il avait été mis en liberté, c'est la seule chose dont je me souvienne. C'est il y a 30 ans, je me souviens pas. Vous avez parlé de ça, qu'il avait été mis en examen?
Non, le juge m'avait parlé je crois, de cette plainte. Oui, c'est tout à fait juste. François Bayrou, samedi dernier, avoue avoir doublement menti à la représentation nationale. Là, l'aveu est explicite. Le juge m'avait parlé de cette plainte. Oui, c'est tout à fait juste. François Bayrou disait 4 jours plus tôt « Je n'ai jamais été averti de violence, a fortiori de violence sexuelle, commis dans l'établissement Betaram ». En 1998, François Bayrou sait donc à minima, c'est lui qui le dit, il sait qu'il y a eu 4 plaintes pour violence sur mineurs et violence pédocriminelle déposées en quelques années dans l'établissement où sa femme enseigne le catéchisme et où ses enfants sont scolarisés. Et cet homme vient dire à la représentation nationale « Je ne savais rien ». C'est un menteur. François Bayrou annonçait il y a une semaine porter plainte en diffamation contre un journal pour un article qui révélait 2 informations qu'il confirme lui-même 4 jours plus tard. Mais c'est quelle espèce d'imbécile ça, pardon? Et on est à quel niveau d'intimidation de la presse? Ça n'est ni plus ni moins qu'une procédure bâillon, que l'intimidation de la presse par le Premier ministre, chef du gouvernement, 2e personnage de l'État, pour des faits qu'il validera lui-même 4 jours plus tôt. Mais on est où là? On vit dans quel genre de démocratie quand on a un tel personnage à la tête de l'État et qu'il peut rester, que ça ne choque personne? Mais je veux dire, là, en fait, les amis, je pourrais très bien vous dire, allez, fin du game, c'est bon, toc, on clôt la vidéo, on publie, finito François Bayrou. Je veux dire, le dossier est déjà pour lui totalement accablant. Maintenant qu'il est établi qu'il savait et qu'il a menti devant la représentation nationale, avançons dans l'affaire et on va avancer, vous allez le voir, dans les degrés de gravité, puisque la question se pose, c'est finalement en quoi c'est grave? En quoi est-ce que ça engage sa responsabilité politique? Il savait, oui, mais il n'était pas le seul à savoir. Je vous propose de l'écouter lui-même, à nouveau, lors de cette fameuse conférence de presse. Vous allez voir qu'en fait, tout est dit. Moi, je ne fais pas de politique dans cette affaire. C'est suffisamment bouleversant de se dire que ses propres enfants ont été sans rien savoir, sans rien voir, dans une institution où il y avait des actes de cette gravité-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire pour un père de famille, pas pour un politique. C'est pas de l'ordre de la politique. Ça, c'est capital et c'est dégueulasse. Grosso modo, François Bayrou nous dit, dans cette affaire, je suis au fond une victime parmi les autres. Là où ce qu'il dit est totalement fallacieux, absolument irrecevable et complètement dégueulasse, c'est qu'il ne peut que faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'il est précisément en responsabilité. C'est-à-dire que le fait de dire « mais moi je n'étais qu'un parent d'élève », mais justement, non. Il n'était pas qu'un parent d'élève, à la différence des autres parents d'élèves qui ont subi cette situation, qui soit ont été informés et n'ont pas su quoi faire, soit peut-être ont été informés, ont tenté de faire quelque chose et ont été étouffés par l'omerta. Lui, 1, était informé, c'est établi, c'est lui qui le dit. 2, il était en mesure de faire quelque chose. C'est ça la différence capitale. C'est en cela que sa responsabilité est engagée. Lui pouvait faire quelque chose, ou du moins il pouvait essayer de faire quelque chose et de mettre fin aux violences qui étaient commises de manière claire, manifeste et à sa propre connaissance dans cet établissement. Et vous allez voir que quand on creuse cette question, le dossier devient absolument accablant. Ça n'est pas seulement qu'il était en responsabilité, c'est qu'il s'était lui-même conféré la responsabilité d'agir. Et alors là, vous allez voir, il faut revenir sur ce papier de Mediapart. François Bayrou, en 1997, 2 semaines avant son départ du ministère de l'Éducation nationale, François Bayrou a signé, tenez-vous bien, une circulaire visant à préciser les règles à suivre en cas d'affaires de pédocriminalité, alors que celles-ci, à l'époque, se succédaient dans l'actualité. Donc, et dans cette circulaire, il rappelle qu'au niveau départemental, le président du conseil du département est responsable de la politique de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs. En conséquence, demande à l'époque François Bayrou, ministre de l'Éducation nationale, les administrations et les personnels du ministère se voient enjoints de saisir le président du conseil général dans chaque cas de présomption de maltraitante et de l'informer en cas d'urgence de la saisine du procureur de la République. Ça veut dire que François Bayrou, en 1997, estime que si une affaire
de viol sur mineurs éclate dans un établissement scolaire, le président du département est responsable de la question, qu'il est en son devoir de faire quelque chose. En 98, des faits de pédocriminalité sont commis dans une institution scolaire située dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Le président du conseil départemental, François Bayrou, est au courant parce que le juge Mirande lui a dit. C'est lui qui l'a confirmé. Il est au courant aussi parce que, de toute évidence, les services du ministère font remonter jusqu'au conseil départemental, font remonter les faits puisque c'est lui-même qui l'a demandé. Et donc lui-même est directement concerné, directement responsable de cela. Pourquoi? Parce qu'il se l'est imposé quelques mois plus tôt. S'il y a un homme qui devait et pouvait faire quelque chose, c'est lui. 4 plaintes déjà en l'espace de 5 ans. 4 plaintes gravissimes en l'espace de 5 ans. Il est au courant. Et il s'est lui-même désigné comme responsable, comme celui qui doit faire quelque chose. Il n'a rien fait. C'est en cela que sa responsabilité politique est engagée. Sa responsabilité politique est, mesdames, messieurs, directement engagée. Là, on rentre dans le 3e volet, le rebondissement le plus récent et le plus troublant. C'est aussi le point sur lequel, pour l'instant, on a le moins d'informations, donc je vais tout dire au conditionnel. Il y a quelques jours, nous avons découvert sur TF1 le témoignage du gendarme qui, à l'époque, était en charge de l'enquête sur le père Caricart. Ce gendarme a révélé à TF1 que, d'après lui, François Bayrou était directement intervenu dans l'affaire concernant le père Caricart, qu'il était directement intervenu auprès du procureur général du tribunal de Pau. Alors là, si c'est vrai, ça fait passer l'affaire dans une toute nouvelle ampleur. François Bayrou ne serait pas seulement coupable de ne rien avoir fait, François Bayrou aurait agi directement au sein de l'enquête. De quelle manière, on ne sait pas. On va écouter ce qu'en dit le gendarme en question, vous allez voir. J'appelle M. Mirande, qui me dit, vous me le présentez pour 14 heures. Et lorsque j'arrive au tribunal, dans le couloir, M. Mirande m'attend dans le couloir. Me dit, monsieur Hontin, il y a un problème. La présentation va être retardée. Le procureur général demande à voir le dossier et monsieur Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. À l'époque, ça a dû quand même un peu vous stupéfier. Personnellement, oui. En tant qu'enquêteur, oui, parce que c'était la première fois que je déférais une personne et qu'on me disait... le procureur général veut voir le dossier. Et vers 16h30, M. Mirande vient me voir en me disant « Bon, on va pouvoir faire la présentation ». Le procureur général m'a demandé de prendre les décisions que j'estimais nécessaires. 8 jours après, M. Mirande m'appelle en me disant « Monsieur Hontin, le père Caricart a été remis en liberté par la chambre d'accusation ». J'ai dû faire des bonds un peu sur mon fauteuil. Ça me paraissait être une décision intolérable. Ayant connaissance des faits, voilà. Également interrogé par Mediapart, le juge d'instruction Christian Mirande estime le témoignage de ce militaire parfaitement crédible. Si je ne m'en souviens plus, donc il commence par dire « moi je n'ai pas souvenir de cela », mais il ajoute « si je ne m'en souviens plus, ces déclarations me paraissent tout à fait plausibles, d'autant que c'est un enquêteur très fiable. À l'époque, j'avais toute confiance en lui, je ne peux pas mettre en doute sa parole. » Pour l'instant, à cet égard, c'est tout ce que l'on a. Il faut donc rester prudent, parler au conditionnel. On a en tout et pour tout un témoignage. On ne sait pas en quoi et pourquoi François Bayrou serait-il intervenu. Est-ce qu'il venait simplement chercher des informations? Est-ce qu'il a voulu apporter un soutien actif au père Caricart? Ça, on ne le sait pas. Mais là, vous comprenez bien que si les faits devaient être établis, alors là, pour François Bayrou, c'est absolument gravissime. Faut-il rapprocher cette intervention potentielle de François Bayrou dans le dossier de la libération curieuse du père Caricart 8 jours après son incarcération pour des faits pourtant gravissimes? Si des preuves matérielles, si des preuves tangibles de cette intervention devaient surgir, la responsabilité politique de François Bayrou, là, elle deviendrait directe et active. Donc il faut être à la fois très prudent et en même temps mesurer l'ampleur que ces révélations nouvelles font prendre à l'affaire. La responsabilité de François Bayrou dans tout cela, elle est en train de devenir là accablante et écrasante. L'un des avocats d'une des victimes à l'époque a d'ores et déjà porté plainte contre François Bayrou, que la lumière soit faite et qu'une enquête existe sur l'éventuelle implication active de François Bayrou auprès du procureur général. Cette enquête va suivre son cours. Il nous reste une vraie question. S'il savait
tout cela, s'il était en mesure de faire quelque chose, si ses propres enfants étaient dans l'établissement, alors pourquoi n'a-t-il rien fait? On a des éléments de réponse. Et ces éléments de réponse, vous allez le voir, sont ceux qui propulsent l'affaire dans une dimension plus grande encore. Avant de parler de ces éléments, il est temps que moi-même j'apporte mes compétences au sein de cette affaire. On va revenir sur certains éléments de défense de François Bayrou et de son entourage, et je vais apporter mon analyse rhétorique pour vous montrer à quel point est-ce que la défense apportée et les éléments présentés sont absolument lamentables, totalement fallacieux et ne prouvent absolument rien. Il y a deux points sur lesquels j'ai à cœur de revenir parce qu'ils sont absolument capitaux. Le premier point sur lequel il faut revenir, vous l'avez sans doute entendu ailleurs, c'est ce que disait François Bayrou il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Il a eu une ligne de défense curieuse, il a dit « Moi je ne savais pas, mais d'autres savaient et n'ont rien fait ». Donc il rejette la faute sur d'autres. Il faut écouter ce passage à l'Assemblée nationale, vous allez voir, il jette sous le bus concrètement l'administration suivante, en l'occurrence l'administration Jospin. Que penser de tout cela? Écoutons d'abord le Premier ministre. J'affirme devant vous, et vous le vérifierez, que le procureur général, lui, a tenu à informer la chancellerie sur ces affaires à 4 reprises dans l'année 1998. C'est le gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Le ministre de la Justice est Elisabeth Guigou. Et je ne peux pas imaginer que le ministre de la Justice n'ait pas tenu compte d'un signalement aussi grave par le procureur général. Et j'affirme qu'en tout cas, quand j'étais au gouvernement, il ne pouvait pas y avoir un signalement aussi important sans que le ministre de l'Éducation nationale ne soit averti. Qui était le ministre de l'Éducation nationale? C'était Claude Allègre. Qui était la ministre chargée de l'enseignement scolaire? C'était Ségolène Royal. Commençons par soulever évidemment le magnifique contre son camp commis ici par cet imbécile qui est François Bayrou. François Bayrou nous dit « Je ne peux pas estimer », il parle des 2 plaintes de 98, il dit « Je ne peux pas imaginer que 2 plaintes d'une telle gravité soient déposées sans que le ministère de l'Éducation nationale soit au courant. Manque de peau, quelques mois plus tôt, il a lui-même édicté une circulaire demandant à ce que le président du conseil départemental soit averti si le ministère de l'Éducation nationale a connaissance de faits de pédocriminalité commis dans un établissement scolaire. Qui est le président du conseil départemental de Pau? C'est lui-même. Bravo champion! Évidemment, il faut parler du fond de l'argument de François Bayrou ici, qui consiste à dire « Certes, je ne savais pas, d'autres ne pouvaient pas ignorer et d'autres n'ont rien fait non plus. » La première chose qu'il faut dire et qu'il faut répéter à cet endroit, c'est que pour le coup, il a raison. Dans cette affaire, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il y a une chaîne de responsabilité qui ne s'arrête pas à François Bayrou. Il y a d'autres acteurs politiques qui de toute évidence étaient au courant et qui manifestement n'ont pas agi. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Et pour le redire une nouvelle fois, parce que je ne veux pas qu'on perde cela de vue, la chaîne de responsabilité, elle, s'étend bien sûr aux tout premiers responsables, les tortionnaires de Betaram, et ceux qui, au sein de l'établissement scolaire, les ont couverts. N'oublions pas que derrière l'affaire Bayrou, il y a plus grave, l'affaire Betaram. Je tiens à le rappeler régulièrement parce que c'est le souhait qu'ont exprimé les victimes elles-mêmes et à leur égard, il faut toujours y revenir et ne jamais l'oublier. Je vais plus loin pour souligner quand même ici, je ne vais pas rentrer dans le cœur du dossier, ça nous emmènerait très loin, ce serait très long, mais je veux le souligner, que cette chaîne de responsabilité, en fait, elle est beaucoup plus large et que la question qui est posée au-delà de Betaram, et que j'espère on va voir enfin surgir au premier plan de l'agenda politique, la question qui est posée, c'est celle du contrôle en France des établissements privés catholiques. Parce que là, les amis, on a manifestement ouvert une boîte de Pandore fermée depuis bien longtemps et croyez-moi que ce qu'il y a à l'intérieur, ça pue. Il y a 1 an déjà, on a un rapport parlementaire qui a été rédigé par 2 députés. Un député macroniste, Christopher Weisberg, et en effet un député LFI, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du député Paul Vannier, le même Paul Vannier qui, depuis le début, interpelle François Bayrou à l'Assemblée nationale. Paul Vannier, il est spécialiste de questions éducation au sein de LFI, il est professeur d'histoire géo lui-même, et il y a 1 an, il a consacré un rapport parlementaire, il est donc éminemment légitime sur cette question, il a consacré un rapport parlementaire co-signé avec un député macroniste, un rapport parlementaire consacré au manque de contrôle dans les établissements privés catholiques. Regardez ce qu'il disait sur les contrôles, on va lire ça. Dans la lignée du rapport de la Cour des comptes de juin 23 sur les établissements privés sous contrat, on parle d'institutions privées sous contrat. Ça veut dire que les établissements dont on parle, Betaram,
Abraham, Stanislas, sont financés à plus de 70% par nos impôts, les amis. Les établissements privés sous contrat connaissent, et c'est ce que disait le rapport de la Cour des comptes et le rapport parlementaire, connaissent des contrôles de la part des autorités publiques qui sont largement insuffisants. Cette situation ne peut en aucun cas perdurer, préviennent les rapporteurs, qui insistent notamment sur la faiblesse du contrôle budgétaire. Un établissement privé est susceptible d'être contrôlé une fois tous les 1500 ans, selon leurs calculs. C'est d'ailleurs sur ce point que les rapporteurs formulent le plus de propositions communes visant à renforcer les contrôles par la puissance publique et la traçabilité des fonds qui leur sont alloués. On voit bien que ça va au-delà et que les faits qui sont commis à Betaram ne peuvent exister que parce que l'institution a été clairement, explicitement, ostensiblement peu, voire pas contrôlée par le ministère de l'Éducation nationale. Il y a en effet une chaîne de responsabilité politique que l'on peut rechercher, on pourrait faire ce travail, et il y a au-delà un enjeu politique capital qui est de enfin exiger que l'État mette sérieusement le nez dans ce qui se passe dans ces établissements privés catholiques où les affaires ne cessent de se succéder, toutes plus gravissimes les unes que les autres. Maintenant qu'on a dit ça, que faut-il penser de ce que dit François Bayrou qui dit « Non mais attendez, si moi je ne savais pas, d'autres savaient ». Alors ça les amis, en termes rhétoriques, c'est ce qu'on appelle un sophisme, donc un raisonnement fallacieux, c'est le sophisme de la double faute, qui revient à considérer que parce qu'un autre tort est commis ailleurs par d'autres, le tort que l'on aurait fait soi-même n'existerait pas. Tout le monde voit bien que le raisonnement est totalement fallacieux et que ça n'est pas parce que d'autres font pire ailleurs que ce que l'on a fait ne compte plus. C'est quoi la différence entre lui et toutes les autres personnalités qu'il cite? Je vous rappelle, il cite Élisabeth Guigou, Lionel Jospin, Ségolène Royal et Claude Allègre. La différence, c'est que ces 4 personnalités sont soit à la retraite, soit décédées. Lui, il est en responsabilité, il occupe même la plus haute responsabilité possible puisqu'il est Premier ministre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait poser la question de est-ce que Jospin savait, est-ce que Royal savait, est-ce que Allègre savait? Bon, peut-être, mais ils sont plus en responsabilité, ils sont plus en poste. Qu'est-ce qu'on va exiger d'eux? Il n'y a pas de responsabilité pénale qui puisse être engagée manifestement. La question pourrait être posée d'ailleurs, mais manifestement, il n'y a pas de responsabilité pénale. Bon, ils sont plus en poste. Si François Bayrou a raison, c'est un tort en effet qu'ils ont commis, on ne peut plus les en tenir pour responsables. Ils sont à la retraite. Précisément, il est le seul dans toute cette affaire à être encore responsable politique. D'autant qu'il nous dit, oui, eux, ils savaient pour 98. François Bayrou, on vient d'établir que non seulement il savait pour 98, mais qu'il savait aussi pour 96 et 93. Donc, en tout état de cause, si des responsabilités doivent être recherchées, la sienne est plus écrasante encore. Voilà pour sa première ligne de défense. On en arrive à la deuxième ligne de défense, mise en avant non seulement par François Bayrou lui-même, mais au-delà par les membres du gouvernement. La deuxième ligne de défense qui est de dire tout cela, au fond, ce serait de l'instrumentalisation de la part de la gauche. Nom de Zeus. On va écouter les ministres qui se sont succédés, parce que c'est Gérald Darmanin qui a ouvert la voie la semaine dernière, et puis alors depuis, on va pas le réécouter, on l'a déjà entendu sur cette chaîne, mais depuis, les autres ministres se sont engouffrés dans la brèche, alors on va les écouter, alors vous allez voir, c'est un festival. Commençons, mesdames, messieurs, par écouter, Patrick Mignola, il est ministre chargé des relations avec le Parlement. Comment sortir par le haut de cette affaire maintenant? En demandant à chacun de reprendre un peu d'esprit de responsabilité. Moi, je comprends que à la France insoumise, il y a une envie quasi obsessionnelle de provoquer une présidentielle anticipée. N'instrumentalisons pas tout, et surtout pas des victimes de violences sexuelles pour y arriver. Donc là, vous avez entendu, c'est les méchants LFistes qui instrumentalisent la douleur des victimes. Vous vous rendez compte de la gravité de l'accusation. Écoutons, pourquoi pas maintenant, Jean-Noël Barrot. Il est, vous le savez, ministre de l'Europe. Maintenant, je regrette que la souffrance des victimes soit aujourd'hui utilisée à des fins politiques pour essayer de monter de toutes pièces un scandale pour semer le chaos. C'est assez indigne. Il ose accuser la gauche d'indignité. Vous voyez que là, se dégager une ligne de défense à l'échelle gouvernementale. Allez, pas seulement gouvernementale d'ailleurs. Écoutons ce que disait Marc Fesneau. Alors lui, Marc Fesneau, il est ancien ministre, très proche de François Bayrou. Il n'est plus ministre, mais il est président du MoDem. Pour vous, il y a une polémique politique. Il y a une polémique répugnante de la France insoumise. Je pèse mes mots. C'est répugnant parce qu'en fait... Lui aussi, vous l'entendez, qui dénonce évidemment l'instrumentalisation répugnante par la France insoumise. Donc ça, c'est un élément de langage, vous le voyez, ça y est, on l'entend partout. C'est Gérald Darmanin qui l'a initié le premier. Y a-t-il, oui ou non, une instrumentalisation politique? Pour répondre
À cette question, il faut être capable de définir ce que c'est que l'instrumentalisation ou la récupération politique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'instrumentalisation politique, tu récupères un fait divers, donc par définition, un fait divers, ça n'est pas un fait social, hein, c'est un fait isolé, dont tu ne peux pas démontrer s'il est oui ou non représentatif d'une réalité plus vaste, mais c'est pas grave. Tu récupères un fait divers et tu t'en sers pour prétendre que cela valide ton analyse politique. Un exemple de récupération politique, un immigré commet un crime quelque part, tu t'en sers pour prétendre que l'immigration serait particulièrement criminogène et qu'il faut donc lutter contre, sans être embarrassé de le démontrer autrement qu'en exploitant ce fait divers. Ça, c'est la récupération politique. Attention, on peut utiliser un fait divers, comme je le dis toujours, comme illustration d'un phénomène plus large. Il y a des faits sociaux, et en rhétorique, ça a un sens d'utiliser un exemple pour illustrer, donner du corps, donner de la matière à un fait social plus large. Ça n'est rigoureux que si tu es capable de démontrer que le fait particulier, isolé que tu utilises comme exemple est bien un exemple d'une réalité plus vaste. Si tu n'es pas capable de faire cette démonstration, alors tu te contentes en effet d'instrumentaliser un fait divers au service de ton discours politique. Ça, c'est la définition de l'instrumentalisation. Est-ce que c'est ce qui se passe en l'occurrence, en l'espèce? Non. Bien sûr, là c'est la responsabilité politique de François Bayrou qui est établie et qui est posée à l'Assemblée nationale. Cet argument-là, l'argument de l'instrumentalisation de la douleur des victimes, est totalement nul et non avenu. Ça ne correspond absolument pas à la seule définition un tant soit peu rigoureuse que, me semble-t-il, on peut donner au concept, en effet fécond, d'instrumentalisation politique. Il nous reste la dernière question à poser et le dernier volet de l'affaire à ouvrir. Comment comprendre cette énigme qui paraît folle? Un homme qui savait et qui, au-delà de ne rien dire, au-delà de ne rien faire, au-delà de laisser faire, et peut-être même intervenu dans l'affaire. Comment comprendre ça alors que ces gamins sont dans l'établissement? C'est le moment de ressortir cette vidéo qui vient d'être publiée par Mediapart, qui je crois est fondamentale et qui éclaire avec une lumière nouvelle et plus grave encore de toute cette affaire. La vidéo s'appelle « François Bayrou, éternel défenseur de l'Église catholique ». J'aimerais qu'on écoute ce petit extrait de François Bayrou qui s'exprime au conseil municipal de la ville de Pau, dont il est encore à ce jour maire. Tout le monde sait que je suis croyant et même pratiquant, et tout le monde sait que je suis profondément attaché à la laïcité. Il se définit lui-même comme un catholique fervent, il en a parfaitement le droit, et dans ma bouche, ça n'est pas une insulte. Évidemment, ça pose d'autres questions à partir du moment où ses convictions personnelles commencent à déborder sur ses prises de parole politiques. Écoutons la vidéo, vous allez voir, c'est à tomber de sa chaise. Premier élément ressorti par cette vidéo. En septembre 2024, 24 femmes dénonçaient les violences sexuelles commises par l'abbé Pierre. Écoutez ce qu'en disait François Bayrou à l'époque. Je ne connais rien du dossier, je ne sais pas si toutes ces allégations, sur quoi reposent ces allégations. Les révélations sur les crimes commis par l'abbé Pierre sont déflagratoires. Ce ne sont pas des allégations, ça vient directement, je le répète, de l'association Emmaüs elle-même. Ces révélations ont fait l'effet d'une déflagration dans le débat public pour tout le monde. Je pense que tous les Français, toutes les Françaises ont entendu parler de ces affaires et n'en sont pas revenus. Et vous imaginez bien, pour quelqu'un comme François Bayrou, qui se définit, je le répète, comme catholique croyant et même pratiquant, vous imaginez bien que de telles révélations concernant un personnage aussi important dans son église, vous imaginez bien qu'il a un peu creusé la question. Non, pas vu. C'est totalement inconcevable ce qu'il raconte. C'est totalement inconcevable. C'est d'une hypocrisie folle. Il va aller plus loin. Il va pas simplement prétendre qu'il ne savait pas. Il va prendre la défense de l'abbé Pierre. Il a été pour des dizaines de millions de Français le visage d'un idéal. Et je suis pas, moi, pour qu'on abatte les idéaux s'il n'y a pas de certitude et de certitude de faits gravissimes. Vous venez de voir François Bayrou, catholique fervent, catholique pratiquant, revendiqué, défendre l'abbé Pierre en dépit des faits de violences sexuelles et pédocriminelles qui pèsent sur sa mémoire. Écoutez son hypocrisie vibrer d'elle-même et nous exploser au visage et constater
l'homme qu'il est. Vous savez que j'ai toujours considéré que quiconque touche à un enfant ne méritait aucune forme d'excuse. Quelques mois plus tôt, il a pris la défense de l'abbé Pierre en disant qu'il ne fallait pas abattre les idoles, alors même que des accusations étayées, établies, convergentes, qu'il ne peut pas ignorer pour des faits de pédocriminalité, pèsent sur la mémoire de l'abbé Pierre. C'est quelle forme d'être humain, ça? C'est pas le pire. Écoutons la suite. Il y a une autre affaire qui est encore plus accablante. C'est l'affaire de la confrérie des Béatitudes. On va écouter un extrait d'un reportage télévisé qui a été fait en 2011. À l'époque, François Bayrou est déjà président du MoDem et il est proche de la confrérie des Béatitudes. Communauté des Béatitudes, pas la confrérie, pardon. Nous décidons d'appeler le candidat sur son portable pour l'interroger sur les dérives de la communauté. C'est des gens, moi, que je considère comme très estimables. C'est une communauté dans laquelle il y a un certain nombre de dérives sectaires qui sont dénoncées depuis assez longtemps. Donc, vous le dites, moi, je n'en ai jamais vu. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette communauté des Béatitudes? On va lire ce dossier qui a été publié dans le magazine La Vie. La Vie, comme je vous le disais, un magazine chrétien. Le papier est publié en 2023, au moment où des révélations concernant 2 prêtres issus des Béatitudes soupçonnés d'agression sexuelle sur des jeunes hommes sont ressortis. Voilà, ça revient sur l'origine des Béatitudes, qui est une communauté catholique fervente, qui prétend initialement se rassembler autour de la volonté de vivre à l'image des premières communautés chrétiennes. Environ 1500 membres des Béatitudes sont répartis dans une trentaine de pays. La communauté des Béatitudes, François Bayrou en est proche, il le confirme dans les extraits, il le confirme dans l'extrait que vous avez vu. Voilà ce qu'il se passe dans les années 2000. Des premiers témoins osent une remise en cause. Des révélations en cascade font alors état de dérives sectaires, de sévices sexuels et de pédocriminalité, et dévoilent une gouvernance dysfonctionnelle. Au premier rang des affaires secouant les Béatitudes, le dossier Pierre-Étienne Albert, ce frère a avoué avoir agressé sexuellement une 60aine d'enfants sur près de 20 ans. Ce frère est proche du fondateur des Béatitudes, Gérard Croissant, que l'on dit Ephraïm. Ce frère organisait des séjours pour les enfants alors même que ces infractions étaient connues des supérieurs. Quant à Ephraïm, il est d'abord accusé d'incurie dans l'affaire Albert, mais au fil des enquêtes, il ressort qu'il a lui-même utilisé sa position spirituelle pour forcer des religieuses de sa communauté à avoir des relations sexuelles avec lui. Son beau-frère, Philippe Madré, modérateur général de la communauté pendant 15 ans, est également écarté après des plaintes pour violences sexuelles par personnes ayant autorité dans le cadre d'accompagnement spirituel. Tous deux ont été privés de l'état clérical, ils étaient diacres, en 2007 et 2010 par une décision canonique. François Bayrou est responsable politique, il est proche de cette communauté. François Bayrou couvre la communauté des Béatitudes de sa parole de responsable politique en disant « ce sont des gens que je considère comme très estimables et des dérives je n'en ai jamais vues », alors qu'il n'en a jamais vu. Espérons-le qu'il n'en ait jamais vu, mais qu'il en ait connaissance. Le doute n'est pas permis. François Bayrou, à travers ces 3 affaires, son profil devient clair. François Bayrou, c'est un catholique fervent qui a toujours défendu l'institution catholique au mépris des victimes. J'aimerais pour la dernière fois revenir sur la conférence de presse de François Bayrou. Et j'aimerais répondre au dernier élément de défense qu'il met en avant et auquel je n'ai pas encore répondu. Voilà ce que dit François Bayrou. Mais on est devant un continent méconnu, inconnu, et ce continent-là, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la découverte de ce qui s'est passé réellement. C'est un continent inconnu que nous découvrons. Je vais en cette matière laisser répondre Arnaud Gallet. Il a été victime de viol commis par un prêtre alors qu'il était mineur. Il est le président d'une association, l'association Move Enfants. Je suis un peu sidéré. Un continent inconnu, enfin je veux dire, on a eu la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. Sacré continent inconnu quand on est Premier ministre en 2025. On a eu après la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui a été mise en place par Emmanuel Macron lui-même, qui nous dit qu'il y a quand même dans ce pays 11% de la population française victime d'inceste. Et il découvre un continent inconnu. Mais c'est une honte. C'est un crachat sur les victimes. Je rappelle que dans ce pays, on a quand même une victime sur 2 qui fait une tentative de suicide. Et on a un Premier ministre
qui n'est même pas Premier ministre, là, en fait. C'est le maire de Pau qui s'exprime, bon sang. C'est une honte. Moi, je le dis, je suis scandalisé. Il prend les victimes à témoin parce que les victimes sont bonnes pattes, parce que les victimes, vous savez quoi? Comme nous tous, bien sûr, nous, on veut pas. Il y a une instabilité politique, etc. On culpabilise toujours, bon sang. Mais c'est des gens qui sont incapables. C'est inacceptable. Quelqu'un comme François Bayrou qui dit ça, à ce niveau-là de poste de responsabilité. C'est honteux, c'est odieux. Moi, franchement, vous m'entendez, là, réagir de cette manière-là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de bouillir. Je l'entends parler comme ça, mais quel est cet homme-là? C'est une honte. On peut pas ne pas être touché par son témoignage, mais qui vous montre vraiment l'indignité de la ligne de défense de François Bayrou. Bon, on est arrivé au bout maintenant de notre dossier, et donc on peut conclure. Qui est François Bayrou? François Bayrou, c'est un chrétien, un catholique, pratiquant, fervent, qui a toujours protégé l'Église catholique, même dans ses dérives les plus insoutenables. Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à y croire? Est-ce que au fond de lui, il se dit « mais ça n'est pas possible. Des chrétiens ne peuvent pas faire ça, je ne veux pas y croire. » Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il y croit, mais il se dit que c'est le cas de quelques brebis galeuses et qu'il ne veut pas jeter le discrédit sur toute l'institution ecclésiastique pour quelques brebis galeuses? Peut-être qu'il se dit ça. On sait que c'est faux. On sait aujourd'hui que les sévices sexuels au sein du clergé catholique, elles sont hélas systémiques. Donc on sait que c'est faux, mais est-ce qu'il peut, lui, le penser et l'espérer? Peut-être. Est-ce qu'il a encore conscience que dans l'institution, il y a bien un problème systémique de violence sexuelle, de violence sur les mineurs, et que malgré tout, il protège l'institution, ce qui serait encore plus grave, peut-être. Est-ce qu'il a protégé l'institution en toute connaissance de cause, au mépris de la sécurité des enfants, au mépris de la sécurité de ses propres enfants? Peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'en son fort intérieur, François Bayrou, contre les évidences, contre les preuves, contre les aveux de l'Église elle-même, et alors même qu'il est en responsabilité, qu'il est en poste, qu'il est en mesure d'agir pour que les enfants soient protégés, et il ne le fait pas pour protéger l'institution. Pourquoi la protège-t-il? On ne peut pas le savoir et on ne le saura jamais. Ça appartient à son fort intérieur. Par contre, il y a des choses qu'on sait. On sait que François Bayrou a protégé l'institution contre les évidences. On sait que sur Bétharram, il savait et qu'il n'a rien dit, qu'il n'a rien fait, alors que sa parole et au-delà ses actes auraient pu protéger, peut-être, une partie des victimes. Comment pourrions-nous, nous autres, supporter qu'un tel homme reste à la tête du gouvernement français après une faillite morale à ce point patente, établie? Ça me semble insoutenable. Et c'est bien cette question-là qui est posée. C'est la question de sa responsabilité politique. Le reste lui appartient en son fort intérieur. François Bayrou s'arrangera avec sa morale. Pourquoi a-t-il couvert l'Église? À quel point s'est-il lui-même voilé la face? Ça lui appartient. C'est un enjeu sans doute dont il ne répondra pas devant un tribunal, mais dont il devra répondre devant son miroir tous les matins. En revanche, la responsabilité politique, elle est engagée, et nous sommes en droit, nous autres citoyennes et citoyens, de trouver insupportable qu'un tel homme soit aujourd'hui le chef de notre gouvernement. Premier point. Deuxième point, que faire à partir de maintenant? Écoutez, il y a l'enquête qui a été initiée sur, pour le coup, l'intervention potentielle de Bayrou au sein du dossier concernant le père Caricart. Donc là, l'enquête est en cours, on verra bien où elle ira. Il y a la commission d'enquête parlementaire qui a été créée. Nous verrons bien quelle conclusion elle rendra. Je voulais finir par là où j'ai commencé, avec une dernière chose, et qui en fait est la plus importante à mes yeux. Toute cette affaire politique, elle ne doit pas éclipser l'affaire Bétharram. Enfin, dans cette institution, les sévices, les tortures subies par les enfants éclatent au grand jour. Enfin, la machine judiciaire se met en branle. Et enfin, malgré la faillite de François Bayrou, enfin, le pouvoir politique s'en fait le relais. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que cette affaire Bayrou, aussi cataclysmique qu'elle soit, il ne faudrait pas qu'elle éclipse l'affaire Bétharram et que les révélations, la réparation soient volées aux victimes. La seule chose que l'on peut souhaiter, c'est qu'aujourd'hui la justice reconnaisse enfin les victimes dans leur calvaire. La deuxième chose que l'on peut souhaiter, c'est que la prise de conscience qu'il y a enfin autour de cette affaire permette à ce que des décisions politiques soient prises pour qu'enfin les enfants soient davantage protégés. Et notamment qu'ils soient davantage protégés dans l'enseignement privé catholique. Et là, on voit de manière claire, scandale après scandale, qu'il y a aussi un ménage à faire urgemment dans l'enseignement privé catholique. Ça ne veut pas dire que tous les établissements privés catholiques sont coupables de tels sévices. Évidemment non. Mais par contre, on voit bien là que les affaires se répètent et que malheureusement, les contrôles sont dramatiquement insuffisants. Et peut-être que ces établissements qui sont financés à 70%
plus de 70% sur fonds publics, qui sont sous contrat avec l'État. On peut souhaiter qu'enfin le ministère mette son nez dans ce qui se passe au sein de ces établissements, qu'il le fasse avec la plus grande des rigueurs, le plus grand des soins et la plus grande des sévérités. Parce que manifestement, là, il y a un continent que l'on n'ignorait pas, mais dont il est urgent de s'emparer. Voilà peut-être là où le ministère de l'Éducation nationale devrait mettre son nez le plus urgemment. On a vu les ministres de l'Éducation successifs gesticuler pour faire la police aux vêtements portés par les jeunes filles. Peut-être qu'ils pourraient mettre désormais autant d'énergie à faire la police aux sévices que subissent les enfants dans certains de ces établissements.